Qu'y a-t-il derrière votre Front populaire? Des amis, déjà. Stéphane Simon, en premier lieu. Et puis cette idée qu'on devrait pouvoir refaire de la politique, parce que le souverainisme est un mot sali. C'est assez drôle de voir qu'il y a des mots malpropres comme populiste, par exemple. Je vous rappelle qu'il y a eu un prix populiste et que, par exemple, Jean-Paul Sartre a eu le prix populiste. C'était pas honteux d'être populiste à une époque. Louis Guillou a eu ce prix populiste et maintenant, c'était Eugène David qui avait inventé ce prix, alors on l'appelle le prix Eugène David, parce qu'effectivement, populiste, c'est pas bien. Souverainiste, c'est la même chose, alors que l'étymologie témoigne quand même. Un souverain, c'est quelqu'un qui dispose de son autonomie et de sa liberté. Si un pays ne dispose pas de son autonomie et de sa liberté, j'y vois plutôt, moi, un problème. Alors des souverainistes de droite, de gauche, d'ici, d'ailleurs, de nulle part, vous refusez les étiquettes. Vous êtes et en même temps populiste? Non, de droite, de gauche et d'ailleurs? Non, parce que, vous savez, il y a un moment donné où les idées sont bonnes ou elles sont mauvaises. Et si c'est une idée de gauche, c'est une idée de gauche, c'est très bien. Moi, j'ai rien contre. Si c'est une idée de droite, j'ai rien contre non plus. J'ai déjà dit ça à une époque, que je préférais une idée juste d'Alain de Benoît à une idée fausse de BHL, virgule, une idée vraie de BHL à une idée fausse d'Alain de Benoît. Et ça s'était transformé en Michel Onfray qui vient de la gauche, défend aujourd'hui Alain de Benoît. Et Manuel Valls avait dit, regardez, ce type qui fut de gauche est aujourd'hui d'extrême droite. Donc, ce qui m'importe, c'est pas droite-gauche, pour le coup. C'est nulle part et ailleurs. Parce que quand les élections se font, on a toujours des commentateurs qui nous disent que ceux qui ont perdu ont quand même gagné, ceux qui ont gagné ont vraiment gagné. Et on ne dit jamais que ceux qui gagnent, hélas, ce sont les abstentionnistes, ce sont les gens qui votent blanc, qui votent nul ou qui votent n'importe quoi. Le parti animaliste est très honorable, je trouve très bien qu'on puisse avoir le souci du bien-être des animaux, mais que pense le parti animaliste de la dissuasion nucléaire, du problème de la paix au Moyen-Orient? Donc on se dit que des gens qui sont capables de voter à 2% pour un parti comme celui-ci auraient probablement envie de voter pour un parti qui porterait vraiment leurs idées. Alors parmi les auteurs, à la une de ce premier numéro par exemple, Mathieu Bock-Côté, Barbara Lefebvre, Jacqueline Moureau, Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers, Jacques Sapir, Andréa Cotarac, Eugénie Bastier, notamment des noms pour beaucoup marqués très à droite. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être passés de l'extrême gauche à l'extrême droite? D'abord, on a le droit de critiquer cette revue depuis 24 heures. Puisque depuis 24 heures seulement, elle est accessible et on peut savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que quand Axel Kahn, Jean-François Kahn, quand Bernard-Henri Lévy ou Julliard estiment que je suis Jacques Doriot, collaborationniste français qui invente un parti fasciste, qui porte l'uniforme nazi sur le front de l'Est, c'est beaucoup pour un seul homme de se trouver traité de Doriot simplement parce que on lance une revue que personne n'a vue. Il y avait une interdiction de voir cette revue et d'ailleurs même ceux qui y ont contribué ne savaient pas ce qui s'y trouvait véritablement. Ils n'ont pas lu le détail, ils ont su un certain nombre de choses, mais donc il y a eu effectivement quelque chose comme une levée de barrage de gens qui ont peur parce qu'on menace leurs intérêts. Sur un certain nombre de noms, que répondez-vous à ceux qui vous disent qu'il y a un risque rouge-brun? Mais ça, c'est quand même assez sidérant que, par exemple, des communistes nous fassent ce reproche alors qu'ils ont soutenu le pacte germano-soviétique. Le rouge-brun, c'est eux qui l'inventent. Si vraiment on veut faire de l'histoire, le pacte germano-soviétique, pendant 2 ans, associe Hitler et Staline. Donc ces gens-là nous donnent aujourd'hui des leçons en disant que nous serions rouge-brun. Mais est-ce que nous avons le projet de mettre des enfants juifs dans des wagons pour les envoyer dans des chambres à gaz? C'est quand même ça le projet. Est-ce que nous avons aussi, nous, le projet de goulag dans lesquels on mettrait des gens simplement parce qu'ils porteraient des lunettes ou parce qu'ils seraient propriétaires de leur boulangerie? Donc il y a un moment donné, il vous faut dire, mais attaquez-moi sur ce que je dis, mais pas sur les fantasmes qui sont les vôtres. Nicolas? Alors, j'aurais 2 questions. D'abord, les parrainages, on pouvait en discuter déjà quand même, et vous revendiquez un et en même temps, effectivement, mais comme le et en même temps d'Emmanuel Macron, ça claudique, la jambe gauche n'est pas très forte, Chevènement, c'est un macroniste engagé, résolu, jusqu'au bout, et d'ailleurs, il prend des distances. C'est ma première question. La seconde, elle est plus sur le fond, c'est qu'ayant vécu, et pour cause j'ai quelques heures de vol, les aventures des souverainistes depuis Villiers, Pasqua, Séguin, Chevènement, elles ont toutes cru que ça allait marcher, qu'elles avaient gagné le combat culturel, et elles ont toutes perdu le combat politique. Donc, au fond, c'est un nouvel épisode, et qu'est-ce qui ferait que ça pourrait, cette fois-ci, gagner? Donc, c'est 2 questions différentes. Vous avez raison sur le premier constat. C'est vrai qu'il y a plus de gens de droite que de gens de gauche, pour une raison bien simple, c'est que l'intolérance est plutôt à gauche et pas à droite. C'est-à-dire qu'il y a, y compris dans la revue des gens de gauche qui ont trouvé problématique que des gens de droite s'y trouvent, personne de droite n'a trouvé problématique que des gens de gauche s'y trouvent. C'est-à-dire que la gauche veut bien l'union, mais autour de leur chef. C'est-à-dire, si on fait l'union, Mélenchon, il veut l'union, mais sous son nom. Les socialistes veulent bien l'union avec les écologistes, mais sous leur nom, ou sous leur candidat. C'est-à-dire, il y a quand même À droite, en même temps, il n'y a pas de figure.
Non, mais c'est une question de rapport à la tolérance de manière générale. C'est-à-dire que je trouve que moi je reste de gauche. Ma gauche, c'est du socialisme libertaire. Simplement, comme ça rentre pas dans des cadres, on se dit c'est pas de gauche et donc c'est de droite. Puisque c'est de droite, c'est devenu d'extrême droite. Parce qu'il y a une espèce d'usage incroyable du vocabulaire. C'est-à-dire l'extrême droite. Alors si je suis Doriot, bon, tout est possible. Mais l'extrême droite, quand même, il y a une idéologie. Vous savez très bien. Je veux dire, il y a des penseurs, il y a une histoire de l'extrême droite. Ce sont des gens violents qui refusent la démocratie, qui ne se présentent pas aux élections, qui dans la rue sont capables de trancher les jarrets des chevaux dans les années 30. Ce sont des gens qui font qui infligent de l'huile de ricin à leurs opposants, ou etc. Ce sont des gens qui recourent à la violence. Il y a Rebatté, il y a Céline, il y a Brasillac. D'ailleurs, Brasillac que rencontrait Bernard-Henri Lévy sur le plateau de Bernard Pivot. Ça ne gênait personne. Et sur l'échec de toute expérience souverainiste. Alors, vous avez raison. Volonté souverainiste. Oui, vous avez raison. En fait, ça s'explique de deux manières. La première, c'est que quand Chevènement, auquel on rend hommage avec De Villiers, alors sur le macronisme, il faudrait s'entendre. Je pense que j'aime beaucoup Jean-Pierre, mais Jean-Pierre est un homme d'État auquel l'État manque, et quand on lui donne une mission, il est très heureux d'accomplir cette mission. Est-ce que ça en fait un macronien pour autant? Je ne suis pas bien sûr. Mais je veux dire que au départ, quand De Villiers et lui ont cette option souverainiste, c'est pour un combat sur une Europe qui n'existe pas encore. L'Europe maastrichtienne, elle était à venir. Quand ces gens-là nous disent « mais non, ça va être ceci, ça va être cela », etc., on disait « oiseau de mauvais augure, extrême droite », déjà BHL estimait que Chevènement était plus tard, ce sera un sadamite. Aujourd'hui, on dirait que c'était une insulte homophobe. Mais on a absolument insulté tout le monde à cette époque-là, sur des propositions théoriques. Or, aujourd'hui, on n'est plus sur la proposition théorique. L'Europe de Maastricht domine depuis une trentaine d'années. Donc pour le coup, on ne fait pas le procès d'une Europe potentielle, c'est-à-dire qu'on fait le constat d'une Europe réelle. Et ça, effectivement, ça change tout. Et puis deuxième chose, c'est la question de l'islam. Vous avez raison. Il y a un problème entre les souverainistes de droite et de gauche, c'est que à gauche, on estime que l'islam est une chance, à droite, on estime que c'est une malchance. Moi, je pense que c'est ni une chance ni une malchance, mais que c'est un problème qu'il faut gérer en républicain, voire en homme de gauche, avec la générosité, la fraternité, l'accueil, c'est-à-dire ouvrir ses frontières en disant nous vous proposons les dessous des ponts ou des autoroutes ou la possibilité d'installer vos toiles de tente. C'est pas digne de la France et c'est pas digne de la gauche. Alors vous refusez, Michel Onfray, on l'aura compris, cette étiquetage d'extrême droite. Front populaire compte désormais, déjà, je dirais, combien d'adhérents? Autour de 30 000 adhérents, oui. Me semble-t-il. On a passé 30 000 depuis un petit moment. 30 000 avec quel profil? Parce que vous dites, parmi nos adhérents, ça vient de tous côtés. Eh bien, de partout. C'est-à-dire que dès le départ, Stéphane Simon avait imaginé une formule qui était de 1 500 € l'abonnement à vie. Bon, et au départ, il me dit c'est tous des gens qui t'adorent, qui sont fans, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis rencontrons-les pour dîner, et puis on va les rencontrer tous. Et on est à plus de 100 aujourd'hui donateurs. Et on a fait plusieurs repas avec tous ces gens-là. Leur problème, c'est leur hyper technicité. On a des banquiers, on a des fiscalistes, on a des juristes, on a un responsable de la sécurité du nucléaire, on a des gens qui travaillent de toute opinion politique. Certains sont des déçus de Macron, beaucoup. D'autres sont des gens qui aspireraient au général de Gaulle ou à quelque chose qui ressemblerait au général de Gaulle. Et je dois dire que souverainisme étant un mot qu'on a sali depuis un quart de siècle, ces gens-là me disent enfin avec vous on ose pouvoir se dire souverainiste parce que avant on ne pouvait pas le faire. Souverainisme, je le disais, cette idée, vous la défendez depuis longtemps contre le traité de Maastricht, je vous l'avais dit, contre la Constitution européenne. Et depuis cette crise sanitaire, eh bien, ce concept est dans beaucoup de bouches. Il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. C'est ce que nous continuerons à faire le jour d'après. Souveraineté. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française. L'indépendance de la France, pour vivre mieux, exige aussi notre unité autour de la République. Nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. Souveraineté, souverainiste, vous estimez l'être davantage que le président de la République ou le gouvernement ? Vous avez fait des montages, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on veut faire dire quelque chose à quelqu'un, il suffit de tailler, on enlève ce qui est en amont, en aval. C'est un mot qui revenait beaucoup ces dernières semaines. C'est revenu beaucoup, y compris dans le fond, pas que dans la forme. Mais Nicolas me confirmera, il dit aussi souverainisme européen. C'est la différence avec vous. C'est toute la différence, c'est-à-dire que là, la thèse d'Emmanuel Macron n'est pas celle que vous présentez. La thèse d'Emmanuel Macron, c'est de dire souverainisme français et
souverainisme européen. C'est-à-dire, il faut que la porte soit ouverte et fermée en même temps. Il y a un moment donné où, si on est souverain, eh bien, si la France est souveraine, c'est pas l'Europe qui l'est. Si l'Europe est souveraine, c'est pas la France qui l'est. L'Europe que nous défendons, nous sommes européens. On va faire un numéro d'ailleurs sur la question. Oui, vous voulez pas du Frexit, vous voulez pas sortir de l'Europe. Après, si, moi, personnellement, mais je ne veux pas engager les autres. Mais on pense, on réfléchit, la faisabilité ou ce genre de choses, ça nous intéresse. Mais il faut une autre Europe. Tout le monde se réclame aujourd'hui du général de Gaulle, mais le général de Gaulle avait une conception de l'Europe, qui était une Europe des nations. C'était celle de Jean-Pierre Chevènement également. Cette idée que le souverainisme, ce serait le nationalisme, que le nationalisme, ce serait la guerre, que ça supposerait les barbelés, que ça supposerait que une espèce de patriotisme abruti du genre nous allons inventer, nous tout seuls, un vaccin contre le Covid, ou etc. Mais enfin, c'est n'importe quoi, c'est pas ça. C'est l'art de fabriquer, le souverainisme, c'est l'art de fabriquer des contrats, des mutualisations, des fédérations qui sont dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de l'Europe. Donc cet élan souverainiste jusqu'au plus haut de l'État, vous n'y croyez pas ? Pas chez Emmanuel Macron, dont on sait très bien qu'il a été élu sur un projet qui n'est pas souverainiste, mais d'ailleurs, il a parlé de la lèpre populiste, il a parlé, vous avez vu le traitement des gilets jaunes, enfin tous ces gens qui disent mais ce serait bien qu'on puisse refaire un peu de politique en France. C'est quoi globalement le souverainisme ? C'est pas très compliqué, en dehors de l'insulte. C'est reprendre les commandes d'un bateau qui s'en va vers l'iceberg. C'est juste reprendre les commandes. Ça veut pas dire qu'on va à bâbord, à tribord, ça veut pas dire qu'on avance ou qu'on recule, ça veut juste dire on reprend les choses en main. Et reprendre les choses en main, ça suppose une autre politique. Et la politique que nous proposons, pour l'instant, elle n'est pas d'extrême droite puisqu'elle n'existe pas encore. On est en train de la constituer avec des états généraux sur un site, et puis avec des cahiers de doléances, parce que je pense, sur le principe pour le coup girondin, que c'est la base qui sait dire les choses et qui sait faire remonter des propositions. Justement, vous êtes plutôt anti-jacobin. Pour revenir à ce que disait le président de la République, il a aussi dit qu'il fallait maintenant que les décisions se prennent au plus près du peuple. Il veut accentuer la décentralisation. Il veut que les décisions, notamment dans l'hôpital, soient prises au plus proche. Ça devrait vous convenir également. Mais ça, c'est que du discours. Non, mais j'ai entendu son discours. Il a aussi parlé de patriotisme républicain. Enfin, toutes ces choses-là me conviennent. Mais il y a juste un moment donné où on se dit, mais les actes sont où ? Et si l'acte est en train de contredire le propos, moi, je ne juge que l'acte. Je veux bien qu'il ait envie d'un seul coup de se retrouver girondin, mais parce que je crois savoir qu'il lit un peu ce qu'on écrit, il suit un peu, lui et ses services suivent un petit peu ce qu'on raconte, et puis il voit bien que c'est un peu dans l'air du temps, donc il estime que peut-être il faut flatter les présidents de région, ce genre de choses. On va faire un entretien d'ailleurs avec Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie, de ma région, et justement parce que on doit pouvoir repenser à de nouveaux frais et l'État et la région et la régionalisation. Alors Front Populaire, c'est une boîte à outils, oui. où on peut déposer donc des idées pour l'avenir, une co-construction de projet en quelque sorte. Oui. Vous remontez un peu aux origines du macronisme, non ? Parce que le macronisme au début c'était ça. En marche, c'était ça. Mais vous savez, quand je me fais insulter, traiter de tous les noms d'antisémites, d'homophobes, etc., juste parce que je fais une proposition qui a été faite par deux personnes quand même au XXe siècle avec le général de Gaulle et avec Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que le projet d'Emmanuel Macron, c'est en gros ni droite ni gauche, ou et droite et gauche. Ce qui est bon à droite, on le prend. Ce qui est bon à gauche, on le prend. Moi, je suis pas contre ce genre de choses, sauf que je savais qu'il aurait pris que ce qu'il y avait de bon à droite. Le général de Gaulle fait exactement la même chose. Et nous, quand on fait la même chose, en disant, mais on n'a pas le souci de savoir si les gens sont de droite ou de gauche, mais si l'idée est juste, si elle est utile à la France, j'estime que effectivement, c'est pas du macronisme, ça. Alors, vous parlez d'états généraux perpétuels qui aboutiront à des propositions pour dans 2 ans, 2022. C'est à terme un programme présidentiel et qui pour le porter ? Non, on n'a pas dit pour 2022, on a juste envie de faire sortir des idées. C'est vous qui après dites alors, vous allez soutenir qui ? Est-ce que vous avez déjà des clients en tête ? Est-ce que ce serait pas vous, Michel Onfray, candidat ? Vous avez écrit, c'est pour qu'un jour émerge l'un d'entre nous. C'est le mot que quelqu'un qui sortirait de la société civile puisse effectivement porter ce genre d'idées. Moi, je ne crois pas dans les partis. Et les gens ne croient plus d'ailleurs dans les partis. On voit bien que c'est extrêmement fluctuant. Où sont les Républicains aujourd'hui, par exemple ? Christian Jacob, nulle part. On le voit plus. Il n'y a plus de Républicains. Ça veut dire que vous voulez quand même qu'il y ait quelqu'un qui émerge de votre projet ? Non, ça veut dire qu'on aimerait que nos idées émergent. Et puis il faudra amener quelqu'un pour porter. Après, elles peuvent être incarnées, oui, bien sûr. Et l'idée qu'on n'ait pas un politicien professionnel pour porter ces idées-là, ça me paraît extrêmement intéressant. Alors évidemment, il est quelque part, ce personnage-là. Cet homme ou cette femme doivent pouvoir exister quelque part. Je n'en sais rien. Mais on n'a pas ce projet, a priori. Il est peut-être à ma gauche, là, par exemple. Il est peut-être là. Moi ? Non, je vous ai dit que non. Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument me faire dire ce que je n'ai pas dit, ce que je ne dis pas, ce que je ne dirai jamais. Je veux pouvoir faire mes courses tranquillement au marché, sans me faire embêter. Je veux pouvoir traîner mon caddie. On vous connaît déjà, j'imagine. Non, quand vous devenez la couverture, candidat. La couverture, l'Europe, elle est de quelle couleur ? Elle est jaune. C'est un choix esthétique ou c'est un choix politique ?
C'est déjà, on voit cette Europe jaune, on voit le spectre, pour être clair, on voit le spectre un peu des gilets jaunes qui sous-tend finalement le projet politique, éditorial. On a fait cette revue en temps de confinement avec Stéphane Simon qui habite à Paris et moi à Caen. Et ça s'est fait beaucoup par téléphone, par mail, on s'envoyait des choses. Et non, à un moment, on avait d'autres projets qui étaient noirs, et puis, alors ça aurait pas été l'anarchie. Vous pourriez être le président porte-parole des Gilets jaunes? Ah non, je ne veux pas être porte-parole. Je veux dire simplement que les Gilets jaunes ont été spoliés, enfin, on leur a volé leur révolte. Ça a duré 3 ou 4 semaines, avant que n'arrive Mélenchon, la CGT, Sud, enfin tous ces gens qui ont... Et puis Marine Le Pen qui était là dans l'ombre en disant moi je laisse faire, c'est mon truc, c'est mon affaire. Je pense que ils ont existé 4 semaines, puis qu'après ils se sont fait noyauter par les politiciens professionnels, puis après l'instrumentalisation de Castaner, puis après l'instrumentalisation avec les Black Blocs, et j'ai entendu l'autre jour sur je ne sais quelle chaîne de télévision qu'on parlait désormais des ultra jaunes. Donc c'est formidable. Alors, Michel, à l'heure où l'on pense le monde après et aux reconfigurations politiques à 2 ans de la présidentielle, l'idée d'une candidature qu'on qualifie de populiste émerge de plus en plus. Écoutez ce qu'en pense en fin analyste politique Jérôme Fourquet, qui était notre invité hier. On a fait un sondage récemment qui montre qu'on a encore un tiers de la population qui ne le connaît pas. Et donc c'est le ticket d'entrée, comme on dit dans notre jargon, est quand même très très élevé. C'est-à-dire qu'il faut... Onfray, ça fait des années qu'il ferraille sur les plateaux politiques, etc. etc. Et donc pour percer ce mur du son, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, vous le savez bien, une campagne politique... Une présidentielle, c'est extrêmement dur. On a repassé des extraits des films sur l'aventure Coluche en début des années 80. On voit bien comme la violence de tout ça. Donc, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts que quelqu'un émerge. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, mais on ferait candidat, on ferait président en 2022, c'est injouable. C'est pas envisagé. Mais non, pas du tout. Non. Mais vous dites tout à l'heure que vous aimeriez faire vos courses, mais la présidente finlandaise, par exemple, elle fait ses courses au supermarché. Donc si on revoit un peu la fonction présidentielle, c'est pas quelque chose qui vous intéresserait? Non, mais attendez, c'est même pas... Je n'imagine même pas être candidat. Alors évidemment, vous pensez bien que j'imagine pas être élu président de la République. Hein. Je dis simplement que même devenu candidat, il y a une hystérie qui est totale aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et puis bon, il y a quand même des manœuvres en haut lieu, quel que soit le pouvoir. Hein. C'est la droite, c'est la gauche, peu importe, mais et qui sont faites pour déstabiliser les gens. Alors moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai pas de famille cachée, j'ai pas d'argent en Suisse, j'ai pas de compte en banque aux îles Caïmans ou je ne sais quoi. Mais quand vous n'avez pas ces choses-là, eh bien, on vous les invente. Et donc, on peut tout à fait inventer des choses. Il y a des hackers professionnels, vous savez, ça marche très bien aujourd'hui. Et puis, vous avez la police qui arrive à 6h du matin chez vous et on a découvert sur votre ordinateur un certain nombre d'informations. Et puis, vous avez un coup de fil à Libération, un coup de fil au Monde, un coup de fil... il suffit de donner un, d'ailleurs. Et puis après, vous avez tout le monde. Et puis après, vous avez France Inter qui vous explique que, finalement, ce sale type, etc. Vous portez plainte. 5 ans après, on estime qu'effectivement, c'était pas le cas. Mais globalement, l'affaire est faite. Donc, on voit bien quand même Coluche, quand il s'est retiré, c'est pas parce qu'il a dit, allez, ça suffit, j'en ai marre. C'est qu'il y avait quand même des pression extrêmement terrible. On sait qu'il y a eu l'assassinat d'un personnage dans son entourage. Alors après, on a expliqué que bien sûr que non, c'était juste une affaire de meurtre et que ça n'avait rien à voir avec la politique. Non, je pense que quand on met la main dans ce nœud de vipère là, vous n'irez pas dans ce nœud de vipère. Pourrait-il inquiéter, Michel Onfray, pourrait-il inquiéter la tenante de la ligne populiste et souverainiste jusqu'ici, Marine Le Pen? En tout cas, il fait partie de ceux qui ébranlent sa crédibilité déjà endommagée depuis le grand débat avec Emmanuel Macron. Je veux dire, il y a un certain nombre d'intellectuels, je sais pas, comme Éric Zemmour aussi, qui pense qu'elle ne pourra pas y parvenir. Robert Ménard, qui était l'allié du Front National. Je n'ai pas le mettre dans la même catégorie, hein, mais qui pense qu'au fond, le mouvement qui s'est élaboré depuis des années en France comme à l'étranger mérite un autre destin que celui d'être cantonné à l'opposition. Mais si vous me permettez, j'aurais une question quand même à poser à Michel Onfray, que j'ai longtemps suivi et apprécié comme philosophe. J'adorais son université populaire, ses écrits, tout ça. C'est le polémiste et le pamphlétaire qui m'hérisse souvent, et notamment dans son dernier numéro. C'est-à-dire quand il catalogue ses opposants à ceux qui pensent différemment de lui, à des gens qui sont, il dit, les rallier à la mangeoire. Je veux dire, c'est une façon de délégitimer ceux qui pensent pas comme vous, quand vous les accusez de détruire la civilisation judéo-chrétienne. Vous croyez vraiment que ceux qui croient à l'Europe
dont je suis, pense que au fond, on veut détruire la civilisation judéo-chrétienne. Ah oui, je pense. Je pense vraiment qu'il y a une guerre de civilisation, qu'elle existe, cette guerre de civilisation, et on voit bien, par exemple, comment se comporte Castaner, comment se comporte Macron. Il y a quand même 2 poids 2 mesures aujourd'hui dans cette société. Si vous êtes une grand-mère qui fait ses courses et qui a oublié sa déclaration de sortie, vous allez payer 135 €. Mais moi, j'habite à Caen, juste à côté de Caen. Il y avait des ordres qui venaient de l'État pour faire savoir que si des jeunes faisaient un peu de bazar en sortant de la rupture du jeûne du Ramadan, fallait être compréhensif, ne rien faire et ne pas bouger. On a aussi des relais dans la police ou dans les commissariats qui nous expliquent effectivement qu'il y a le désir de laisser faire ce qui se passe dans les banlieues. Donc il y a juste un moment donné où dans les banlieues, on n'a pas forcément envie de défendre Bach et Proust, on n'a pas forcément envie de défendre la grande culture européenne, la grande culture judéo-chrétienne. Donc oui, je crois qu'il y a effectivement une espèce de façon de laisser faire parce que tout ça contribue à la destruction de la nation et que tout ce qui contribue à la destruction de la nation rend possible la fabrication d'une Europe de Maastricht qui elle-même, vous connaissez bien Jean Monnet, le travail de Jean Monnet, est un moment préparatoire à un gouvernement planétaire, puisque c'est son projet. Le gouvernement planétaire, c'est qui ? Ce sont les GAFA. Hein. C'est-à-dire que les gamins dans les banlieues travaillent pour les GAFA. Et toute cette gauche qui estime qu'on doit laisser faire parce que sinon on est islamophobe, sont des gens qui réjouissent aujourd'hui les gens des GAFA. Alors, comme à chaque fois que vous venez ici, j'aimerais vous faire commenter l'actualité. Alors, en tant que populiste, tenez, que pensez-vous de ce peuple policier d'un côté, infirmière de l'autre ? Les premières lignes de corvée, les premiers de corvée, les premières lignes de la crise sanitaire qui entrent en conflit. On pense effectivement à ces manifestations et puis aussi à cet affrontement qu'il y a pu y avoir. Mais les premiers de corvée, voilà, manifestent aujourd'hui. Il faut penser la police. Il faut penser la police. C'est un instrument, la police. Ce ne sont pas des gens qui se décident en se disant tiens, voilà un black qui court, là, ou même pas qui court. Enfin, on va aller le tabasser parce que c'est notre plaisir et c'est notre jouissance. La police, elle obéit au ministre de l'Intérieur qui lui-même, théoriquement, obéit au chef de l'État. C'est-à-dire que moi, je ne mettrai pas les infirmières en face des policiers. Je pense que les policiers sont dans une grande souffrance, eux aussi. Vous savez, c'est pas des gens qui ont bac plus 12 et qui ont des gros revenus et qui sont payés en capital symbolique. Ce sont aussi les prolétaires, comme les disait Pasolini en 68. Mais bien sûr que ce sont des prolétaires. Et eux, on leur dit, allez-y, vous n'y allez pas, tapez ou ne tapez pas. Quand on leur dit à Dijon, vous n'y allez pas, ils n'y vont pas. C'est pas que la police est laxiste, c'est que le gouvernement demande à la police d'être laxiste dans ces cas-là. Ici, elle dit, ben voilà, vous empêchez que les choses se passent. Vous avez bien vu comment on a tabassé des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a quand même, et c'est parmi les gilets jaunes qu'on a vu des gens qui ont perdu leurs yeux, leurs mains, qui sont allés à l'hôpital, etc. C'est pas dans les banlieues. À Dijon, personne n'a perdu un œil, personne n'a perdu une main. Il n'y a pas eu de LBD, personne ne s'est fait tirer dessus. Des gens bien informés m'ont expliqué qu'il y avait 4 policiers sur place à qui on a dit vous ne bougez pas, vous ne faites rien. Donc les policiers ne sont pas des coupables avec en face des victimes, ce sont infirmières et policiers des victimes. Il y a une image d'un régime qui a frappé aussi, qui en dit peut-être long. C'est cette infirmière qui manifeste, alors qui fait des doigts d'honneur et qui lance des pavés sur les forces de l'ordre, qui se fait interpeller assez rudement. Cet affrontement-là d'une blouse blanche avec des policiers a pu surprendre. Oui, bien sûr. Comme des images que j'ai pu voir hier de policiers qui tabassent vraiment des gens qui sont dans un pressing, c'est inacceptable. Donc quand vous faites ce métier-là, effectivement, vous avez plus de chances de donner des coups que de n'en pas donner. Moi, c'est pas mon métier de donner des coups. Eux, c'est leur métier. Ils ont des chefs. C'est pas leur métier, c'est de maintenir l'ordre. Oui, mais de maintenir l'ordre, pas avec un mégaphone en disant s'il vous plaît, etc. Donc effectivement, qu'il y ait des gens qui de temps en temps se comportent comme ça, c'est inadmissible. Enfin, quand je dis c'est inadmissible, ceux qui tapent, ceux qui tabassent. Je pense que si la République était forte, elle pourrait supporter qu'une infirmière envoie des pierres. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. On peut se manifester sa colère autrement. Mais je pense qu'on instrumentalise des moments comme cela, et on voit bien d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure que vous aviez extrait des propos d'Emmanuel Macron, j'ai vu un certain nombre d'images où on voit cette jeune femme qui se fait tabasser, mais pas les cailloux. Alors le jet de cailloux. Alors c'est après. C'est comme un garçon qui a été tabassé qui dit oh ils m'ont fait du mal, etc. Et à un moment donné il dit on était en train de voler un scooter. Oui, mais moi j'ai vu des séquences dans lesquelles on était en train de voler un scooter n'existait pas non plus. Donc si vraiment on veut une objectivité, on raconte tout et puis Vous pensez vraiment que votre journal s'appelle Front Populaire par opposition au Front Populicide? Vous pensez vraiment que aujourd'hui les gens qui nous gouvernent veulent la ruine du peuple et sont là pour oppresser le peuple? Je pense qu'on ne connaît pas très bien le projet de Saint-Simon au XIXe siècle, qui est le projet de l'Europe de Maastricht. Il ne faut pas croire que Jean Monnet n'avait pas d'idées. Il y avait des idées de Jean Monnet, même si ses mémoires n'ont pas été écrites par lui et financées par la CIA, ce que tout le monde sait aujourd'hui. Il y avait quand même très précisément le projet d'un gouvernement des sachants.
C'est-à-dire que le gouvernement doit être donné à des gens qui savent, des économistes, des financiers, des banquiers, des industriels, des journalistes, des universitaires, etc. Laissez faire ces gens-là, et le peuple, laissez-le produire, et puis éventuellement amusez-le. Fabriquez-lui des Disneyland ou ce genre de choses. Et je pense, c'est ce que j'appelle le populicide, puisque populiste, je vois bien que c'est une insulte. Moi, je l'assume. Mais je dis, d'accord, je suis populiste, mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes populicide. Qu'est-ce qu'un populicide? C'est quelqu'un qui estime que quand en 2005, on dit au peuple, vous allez nous dire si vous êtes d'accord pour ce traité européen, et ce peuple dit, nous n'en voulons pas, s'entend dire, eh bien, vous l'aurez quand même. Et en 2008, traité de Lisbonne, Giscard dit dans Le Point que c'est exactement le même traité, qu'ils ont changé 2 ou 3 trucs, quelques virgules, un petit traitement cosmétique pour laisser croire que c'était pas la même chose. Mais Giscard dit lui-même que c'était la même chose, et on dit au peuple, vous avez voté, mais finalement on n'a rien à faire de votre vote. Ou alors cette espèce de façon de fabriquer les élections présidentielles avec une Marine Le Pen qu'on laisse sur tous les plateaux de télévision. Vous aviez tout à l'heure un député du Rassemblement National, et c'est très bien. C'est des élus, hein. Pardon, mais je suis entièrement d'accord. Je dis simplement que elle est dans des débats. Vous avez des débats de premier tour. Elle est là avec tous les candidats, et puis voilà. Et au second tour, enfin entre les 2 tours, Emmanuel Macron s'en va à Oradour-sur-Glane. Et il s'en va également au musée mémorial de la Shoah. Vous dites, alors Marine Le Pen, c'est Das Reich? C'est la même chose? Alors Marine Le Pen, c'est Adolf Hitler et les convois de la mort et 6 millions de juifs qui sont morts, etc. Alors si vraiment c'est Das Reich, interdisez-lui la politique, ou si vous lui autorisez la politique, alors à ce moment-là, arrêtez de dire n'importe quoi. Donc les gens savent bien qu'il y a une espèce de goulot d'étranglement, et on a encore ce truc, quoi. Alors Michel Onfray, vous voudriez pas être président de la République? Voilà. Question 2, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait un deuxième tour Macron-Marine Le Pen? Mais les gens n'en peuvent plus de ça. Ils n'en peuvent vraiment plus. Michel, j'aimerais vous interroger sur une autre actualité. Il y a un phénomène qu'on observe ces dernières semaines, venu des États-Unis, un peu partout dans le monde maintenant, le refus du passé esclavagiste colonial avec le déboulonnement des statues. Et cela prend aussi en France. Point d'orgue hier, la statue de Colbert, située devant l'Assemblée nationale, a été dégradée, taguée de la phrase « négrophobie d'État ». Que pensez-vous de cette façon de considérer l'histoire ? C'est même plus considérer l'histoire, c'est-à-dire que ça fait des années, là encore, qu'on n'enseigne plus l'histoire. C'est-à-dire l'histoire factuelle, qui a fait quoi, quand, de quelle manière, la chronologie, cette idée qu'effectivement on ne peut pas penser au XVIIe siècle avec les catégories du XXe siècle. Si on va chercher des femmes qui ont lu Simone de Beauvoir au XVIe siècle, on ne va pas en trouver. Ça paraît quand même une évidence, c'est élémentaire. Eh bien, quand on a effectivement dit, on n'a plus besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. Maintenant, l'histoire, c'est plutôt, voici un texte dans lequel Napoléon justifie l'esclavage. La question est, montrer comment Napoléon justifie l'esclavage. Et puis voilà, c'est comme ça que vous aurez fait de l'histoire. Il y a juste un moment donné où, si vous êtes au courant de la chronologie, vous savez très bien qu'on ne peut pas penser le Moyen-Âge, par exemple, ou l'Antiquité. Donc c'est l'inculture qui amène à ce genre d'acte. C'est bien sûr l'inculture, parce que si on généralise cette façon de faire, alors à ce moment-là, faisons vraiment de l'histoire. Et on va arrêter d'appeler des lycées, des collèges ou des rues Paul-Éluard ou Louis Aragon. Quand même, il y a un moment donné où il va falloir estimer que Danton, c'est exactement la même chose. On va dire, enfin, quand même, la terreur, et puis les gens qui ont défendu le goulag, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut contextualiser aujourd'hui l'histoire, les statuts, les lycées ? Il ne faut faire que ça. Il ne faut faire que ça. La contextualisation, c'est ça. Le sens de l'histoire, ça s'enseigne avec de la chronologie. Mais comme on est dans l'instant présent, que la réalité des jeunes générations, c'est le moment présent de leur téléphone portable, ils se disent, mais moi, j'ai pas connu ça. Pourquoi vous m'embêtez avec des trucs? J'étais pas né, quoi. Ce sont des arguments aujourd'hui, cette façon de dire, l'histoire ne m'intéresse pas, parce que il y a que moi qui m'intéresse. Et l'histoire, c'est mon histoire. Donc ces images-là vous choquent? Mais tout me choque, c'est-à-dire que... c'est instrumentalisé politiquement? Bien sûr. Bien sûr, il faut lire Rouya Boutelja. Je veux dire, elle a quand même fait un livre très clair, Les Juifs, les Noirs, les Juifs et nous, où elle explique très précisément toutes ces choses-là, pourquoi ces choses-là sont faites, comment elles sont faites, etc. Mais il y a un peu de freudisme là-dedans. Il faut aussi faire de la philosophie, c'est-à-dire que cette idée que nous qui sommes tous blancs autour de cette table, eh bien, nous sommes tous coupables de ce qu'a fait Christophe Colomb en 1492, parce que les violences que nous avons infligées, ce qu'elle appelle la férocité blanche, vous imaginez si on disait la férocité des nègres? Elle utilise ce mot. Hein. La férocité blanche s'est transmise. Blanche, ce serait noir plutôt, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le qualificatif de nègre a bien d'autres connotations. Moi, je collectionne, blanc et noir, de l'art nègre, et je trouve que Picasso, puis Matisse, etc. Oui, d'accord. Mais je veux dire, ces choses-là sont transmises, et donc vous êtes coupable du simple fait que vous soyez blanc. Si vous êtes noir, eh bien, vous êtes une victime, quoi que vous fassiez, simplement parce que vous avez, vous aussi, intégré dans vos gènes et votre inconscient, ce traumatisme de 1492. Là, vous pouvez plus rien dire. C'est-à-dire, vous êtes blanc, vous avez toujours tort du simple fait que les inconscients ont communiqué. Encore une fois, dans cette opposition qu'on montre aujourd'hui, hein, de blanc et noir,
la grande majorité des blancs et des noirs ne s'y retrouvent. Il y a une grande quantité de Français noirs qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans ce clivage-là. Et je pense que c'est important aussi d'en parler. Vous avez tellement raison que c'est ce qui fait le sens et la grandeur de la République, de dire à des gens mais on veut pas savoir si vous êtes, quelle est votre sexualité par exemple, quelle est votre couleur de peau, ça compte pour rien du tout. C'est pour ces gens-là que ça compte. Moi je n'ai jamais pensé que j'ai été prof pendant 20 ans dans un lycée dirigé par une femme, j'ai fait ma thèse de philo avec une femme, pas une seconde je me suis dit si quelque chose était mal fait par cette personne, c'est parce qu'elle était une femme. Je dis c'est parce qu'elle fait pas bien ceci ou cela. Allez, parlons maintenant j'aimerais tellement vous interroger sur 2 actualités. On va parler d'une affaire qui repose la question d'une justice politique. Hier, les avocats de François Fillon ont demandé une réouverture des débats du procès à moins d'une semaine maintenant du jugement. Nouveau rebondissement après les révélations de l'ancienne patronne du parquet national financier qui a avoué avoir reçu des pressions du parquet général qui dépend du ministère de la Justice. Que vous inspire cette actualité ? L'actualité de La Fontaine, c'est l'actualité de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et donc c'est vieux comme le monde, le fait que la justice obéit au pouvoir. Il y a que dans les livres qu'on explique que la justice est indépendante. Bien sûr que non, la justice n'est pas indépendante. On sait bien qu'il y a des avantages à être ceci plutôt que cela dans certaines juridictions, et que là, il fallait... un puissant quand même. Pardon ? Elle a touché un puissant. Ah, mais et justement, on l'accuse d'avoir accéléré avec un puissant. Donc c'est l'inverse de La Fontaine. Non, pas du tout. Enfin, ça dépend, parce que dans la configuration là, c'était les présidentielles. Il s'agissait de faire tomber quelqu'un pour des raisons extrêmement simples, parce que c'était une droite un peu étonnante pour la gauche, parce que la gauche, vous savez, choisit les candidats de droite et la droite choisit les candidats de gauche. Eh bien, la gauche n'avait pas choisi ce candidat-là pour des raisons sociétales. Ce monsieur était catholique, pratiquant, il était plutôt contre l'avortement, il était, je crois, contre le mariage homosexuel, ou du moins, il manifestait une retenue, je pense qu'il était contre, je ne sais plus, enfin, très précisément. Et donc, de manière sociétale, on s'est dit, ce type-là, on n'en veut pas. Il risque d'arriver, on ne veut pas de ce type-là, donc on en veut un autre. Aujourd'hui, François Fillon, c'est une victime dans cette affaire, selon vous ? Évidemment. Je veux dire, on sait très bien comment les choses se passent, comment vous éliminez, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un peu publicide, cette façon de dire on va choisir les candidats. Et évidemment, pendant des années, on vous dit voilà, cette candidate, j'ai entendu Marine Le Pen à l'île de Saint, les gens disant c'est Vichy. Ah, ben si c'est Vichy, Marine Le Pen, mettons-la en prison. Mais des gens ont le droit de le penser. Non, on n'a pas le droit de penser des bêtises. Il faut respecter les Juifs quand même. Il faut respecter la mémoire des Juifs, bon sang. C'est-à-dire, Vichy, ce sont quand même les lois antisémites. C'est quand même l'étoile jaune. C'est quand même des enfants qu'on a déportés. C'est quand même des adultes qu'on a envoyés dans des chambres à gaz. Ouais. Si on commence à banaliser Vichy ou le fascisme ou Doriot, etc., alors ça s'appelle du négationnisme. Ça vaut Forisson. Forisson, disons, il n'y avait pas de chambre à gaz. Godwin souvent atteint, mais est-ce que vous pensez que dans l'affaire Fillon, on doit rejouer le procès, rejouer la présidentielle, du coup, rejouer l'élection? Et ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron, donc on ne peut pas faire de telle sorte que les choses n'aient pas eu lieu. Et on lui a reproché 4 costumes. On a appris sur vos chaînes, par exemple, que Jack Lang est habillé depuis des années par des gens qui lui ont donné je ne sais combien de centaines de costumes. Mais on n'a pas fait de procès à Jack Lang, et lui, il estime que comme c'est un bel homme et qu'il a besoin de représenter la France, il a besoin de jolis costumes. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures. On ne fait pas tomber quelqu'un pour des histoires de costumes. C'est pas sur les costumes, le procès. Ouais, c'est sur l'emploi présumé de Pénélope Fillon. Non, mais on va parler maintenant plus longuement tous ensemble de l'un des auteurs de emplois fictifs aussi ailleurs. L'un des auteurs de votre revue, le professeur Didier Raoult, qui est auditionné cet après-midi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Alors, ses analyses ont rythmé la crise sanitaire, son style, sa personnalité, en ont fait un peu une star médiatique. Retour sur ce personnage avec Hélène Bonnet. Son audition à l'Assemblée nationale pourrait bien faire grincer des dents. Car depuis le début de l'épidémie, Didier Raoult a, à plusieurs reprises, critiqué la gestion de la crise sanitaire en France. Il y a une pénurie de tout, cette question. C'est pour ça que je me fiche un peu de ce que les gens pensent de moi. Si moi j'avais attiré l'attention sur ce que je pensais être l'impréparation du pays il y a 20 ans, quand j'avais fait un rapport au ministre de la Santé, au ministre de la Recherche, je pense qu'on n'est toujours pas plus près. En désaccord avec le choix du confinement, très vite il claque la porte du conseil scientifique. Lui préconise un traitement contre le virus, l'hydroxychloroquine associée à un antibiotique, l'azithromycine. Quand la revue Lancet publie une étude critique sur la chloroquine, son usage est suspendu dans les hôpitaux. Didier Raoult, lui, défend ses résultats. Je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve beaucoup de gens quand même. Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Nous, ici, il nous est passé 4000 malades dans les mains.
Le franc-parler de ce scientifique iconoclaste lui attire de nombreux fans. Quand certains doutent, lui a une certitude. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Didier Raoult sera entendu dans l'après-midi par la commission d'enquête à partir de 17h. Le professeur Raoult, qui est donc l'un des auteurs de votre revue. Qu'est-ce qui vous plaît chez le professeur Raoult, Michel Onfray? Il fait de l'épistémologie, c'est-à-dire il pense la question de la médecine. Et il y a une phrase célèbre de Canguilhem, qui était philosophe et médecin, qu'il a d'ailleurs reprise à Bergson, qui était un philosophe plus important encore que Canguilhem ce soit important, mais il dit « La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences ». La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. Moi, j'ai eu des problèmes de santé, on le sait, d'AVC, d'infarctus, je me suis perdu ma compagne d'un cancer, donc j'ai rencontré beaucoup de médecins. Et il n'y a pas une objectivité de la médecine. Ce serait trop simple. Si vous allez voir 4 médecins, vous aurez 4 avis. Il faut arrêter de dire que c'est la science et que quand on est Raoult, par exemple, on est un guignol, un rigolo, etc. On dit n'importe quoi et que la science, elle est à Paris, elle n'est pas à Marseille. La science, elle est au CNRS. La science, elle est à l'INSERM. La science, elle est là. La science, elle est quand on a des médailles. Et puis les autres, ce sont tous des charlatans. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut avoir un cap. Et ce que j'ai aimé chez le professeur Raoult, dès le départ, c'est qu'il a eu un cap. Alors, c'est pas seulement la subtilité de cet alliage de médicaments. Moi, je n'ai pas les moyens de trancher sur cette chose-là. Mais c'est cette idée de dire, je fais cette proposition et il faut ajouter quelque chose d'extrêmement important. On teste. Et on fait de telle sorte que les gens qui sont positifs soient confinés, mais pas la France, pas la totalité de la nation. Ça me paraissait une politique, ça vaut ce que ça vaut, mais ça me paraissait une politique intéressante dans un temps où Emmanuel Macron était dans un doute assez généralisé. C'est pas grave, ça va pas être très important, ça va être en mars, on peut continuer à vivre normalement. La preuve, je vais avec mon épouse au théâtre, donc continuer à vivre normalement, etc. Et lui qui disait, mais je suis pas dupe, il a aussi dit des choses qu'on peut retenir contre lui. Je suis pas un dévot. Je dis juste que moi, quand je me suis retrouvé avec un infarctus, avec l'impossibilité de partir en hélicoptère un matin parce que j'étais à Argentan, qu'il y a eu du brouillard, etc., il y a un Toubi-Bacan par téléphone qui disait, écoutez, on peut prendre un risque, il y a ce médicament, mais il faut que le patient soit d'accord. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque et j'ai bien fait de prendre le risque de ce médicament. Et je trouve que le professeur Raoult fait une proposition qui met en avant le risque, l'audace, le fait de trancher la décision et que dans un moment où tout était possible du côté du pouvoir, c'était pas mal qu'on ait quelqu'un qui disait... Mais là aussi, il y a eu querelle de médecins. Vous dites que les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Le conseil scientifique, finalement, disait autre chose à l'oreille d'Emmanuel Macron. Gérald, il y a aussi eu ça. Il y a eu, autour du professeur Raoult, il y a eu une querelle de médecins, une querelle d'ego aussi. Mais il y a une querelle d'ego, il y a un spectacle, je trouve, assez déplorable et qui pousse là le spectacle vers quelque chose de pathétique, voire de dangereux pour les familles. Quand on dit j'aurais sauvé, si on m'avait écouté, ça aurait sauvé la moitié des gens qui sont décédés. Je trouve que pour un médecin, c'est pas digne vis-à-vis des familles, parce que là, on rentre dans une peine et on laisse penser aux gens, ce qui aura peut-être des conséquences d'ailleurs après sur la relation médecin-malade, même en termes de responsabilité. On laisse penser aux gens que on a tué volontairement leur défunt, et ça je trouve que c'est assez terrible, voire indigne pour un médecin. Non, il n'a pas exactement dit ça. Il a dit qu'il y aurait eu 2 fois moins de morts si on avait écouté. J'entends, mais il ne dit pas les médecins sont responsables. Il dit la politique de santé d'un État est responsable. C'est pas exactement la même chose. Ça revient pas à ça. Vous le savez très bien que vous êtes aussi des victimes de ce système, et les journalistes aussi. Sur la chloroquine, laissez penser, et l'exemple que vous citez, vous, individuellement, en disant j'ai pris le risque à titre individuel, on ne peut pas raisonner comme ça sur le ministre de la Santé ne peut pas prendre le risque d'avoir un médicament qui a plus, justement, d'effets secondaires que de bénéfices. Non, pardon, sur la Mais la politique, c'est l'art de la responsabilité. Parce à une échelle de santé publique, on ne peut pas. On est bien obligé de temps en temps... Parce qu'un effet secondaire pour la chloroquine, chez Michel Onfray, chez Thierry Moreau, c'est un risque sur 1 million, mais si vous donnez ça à 1 million de personnes, vous voyez bien la multiplication du risque et d'effets secondaires, tout ça pour finalement un bénéfice qui n'a jamais été... Je ne suis pas un technicien, mais lui expliquer que les risques étaient cardiaques et que si on suivait avec des électrocardiogrammes, on avait la possibilité d'arrêter immédiatement le traitement sans pour autant causer la mort des gens. On a vu aussi les gens se ruer sur ce médicament sans contrôle médical, etc. Oui. Parce que jouer sur justement cet espoir, cette lumière thérapeutique qui n'en était... Le professeur Raoult qui disait donc encore hier que si on l'avait écouté, il y aurait eu 2 fois moins de morts. Rejoignons quelqu'un qui n'est sans doute pas d'accord avec cette analyse. Bonjour Laurent Alexandre, merci d'être avec nous. Cet ultime constat du professeur Raoult vous met en appétit, j'imagine, pour l'audition du professeur Raoult face aux députés tout à l'heure.
Non, je crois qu'il faut revenir au basique, au consensus de mon métier, de la médecine. À part Philippe Douste-Blazy, Raoult et puis Péronne, il y a un consensus de tout le monde pour dire que la médecine que l'équipe Raoult-Péronne veut mener aujourd'hui est une médecine du passé, une médecine qui nous conduit vers le Moyen-Âge, une médecine de la mystification, une médecine qui se rapproche du charlatanisme. Hier soir, la totalité des sociétés françaises d'infectiologie, de microbiologie, tous les spécialistes français de la microbiologie, de l'infectiologie, des parasites, du monde des virus, ont fait un communiqué cinglant en disant qu'il n'était plus possible de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi, et que la façon d'évaluer les médicaments telle qu'elle est menée par Péronne et Raoult nous mène à une médecine du Moyen-Âge. Sauf que, Laurent Alexandre... ce qui a été dit par Péronne et par Raoult, on aurait sauvé des milliers et des milliers de personnes si on leur avait donné de l'hydroxychloroquine, est un mensonge éhonté. C'est une mystification. Et il n'y a en France que 3 personnes pour dire cela. Laurent Alexandre, sauf que le traitement à la chloroquine préconisé par le professeur Raoult, on se souvient qu'il y a eu cette étude du Lancet sur laquelle se sont fondées les autorités pour l'arrêter. Étude, après, on a découvert qu'elle était totalement biaisée. Les conclusions l'étaient. Le Lancet lui-même, d'ailleurs, l'a reconnu. Est-ce que vous iriez jusqu'à reconnaître quand même que ce qui a été le fondement des décisions de l'OMS, de la France et d'autres, que ce traitement, que le Lancet, c'est foireux, comme le disait le professeur Raoult? L'étude du Lancet a été retirée. Il y a 1500 études qui sont retirées chaque année dans le monde. Mais elle a été à l'origine de décisions politiques, non, en pleine crise sanitaire. Absolument pas. Les données, la décision de la FDA aux États-Unis, la décision de l'OMS ont été basées sur les résultats des études anglo-saxonnes qui sont tout à fait postérieures au Lancet. Et avant même qu'on ait les données du Lancet, on avait des données de pharmacovigilance très inquiétantes sur la France. Donc non, ce n'est pas le Lancet qui effectivement a été retiré, qui est à l'origine de l'interdiction de l'hydroxychloroquine. C'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus, par exemple en France, de tous les spécialistes des maladies infectieuses pour dire qu'il n'est pas raisonnable de donner cette molécule qui n'a prouvé absolument pas son efficacité et qui a été évaluée par M. Péronne et par le professeur Raoult avec des méthodes dignes du Moyen-Âge. Je vous invite à lire le communiqué d'hier soir de la totalité des spécialistes français des maladies infectieuses. Laurent Alexandre, effroyable contre cette médecine de la mystification qui est née à Marseille. Laurent Alexandre, qu'attendez-vous de cette audition du professeur Raoult devant les députés tout à l'heure? Oh, il n'y aura rien. Raoult est en pleine crise mégalomaniaque, donc il va expliquer qu'il est le meilleur, le plus grand, le meilleur spécialiste du monde, que tous les autres sont des crétins. Regardez comme il a humilié, j'en étais gêné, comme il a humilié Pujadas sur l'antenne. Regardez comment il a expliqué à Pujadas qu'il avait raison, parce que si on faisait un sondage entre Pujadas et Raoult, c'est lui, Raoult, qui gagnerait. Nous ne sommes plus dans le domaine de la médecine scientifique traditionnelle, nous sommes dans le domaine de l'ego, de la gestion par Raoult de sa mégalomanie qui est devenue absolument insensée. Raoult pense qu'il est le meilleur au monde, qu'il a raison et que tous les autres sont des cons. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire de la médecine et effectivement, la totalité des médecins infectiologues ont raison de dire que cette façon de faire de la médecine nous conduit à la médecine du Moyen-Âge. La médecine qui est basée sur l'intuition et non plus sur la science. La médecine qui est basée sur les tripes et non plus sur les résultats chiffrés, sur les résultats statistiques. Heureusement que ça n'est qu'un épisode malheureux et qu'on va retourner à une médecine scientifique et à une médecine plus confraternelle. Parce que ce que Péronne et Raoult disent, c'est qu'en réalité, les médecins français ont tué des milliers de personnes en n'utilisant pas l'hydroxychloroquine. Or, c'est vraiment un propos indigne, car, je vous le rappelle, il n'y a aucune étude sérieuse qui ait jamais démontré l'efficacité de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Sinon, vous imaginez bien que Trump, à quelques semaines de l'élection présidentielle, n'aurait pas interdit son usage sur le sol américain. Merci. Vous voyez bien que si la chloroquine marchait, Trump n'aurait pas accepté que la FDA interdise le protocole sur le sol américain à la veille de cette élection. Merci Laurent Alexandre d'avoir été notre invité ce matin. Un anti-Raoult d'un côté, un pro-Raoult plutôt de l'autre, si je schématise un tout petit peu. Que pensez-vous des propos tenus par Laurent Alexandre sur le professeur Raoult et qu'attendez-vous, Michel Onfray, de cette audition, vous, du professeur Raoult par les parlementaires? Je suis toujours étonné par
l'hystérie des attaques ad hominem. C'est-à-dire que moi j'ai eu des médecins qui n'étaient pas des gens sympathiques, mais ils étaient très efficaces. J'en ai eu qui étaient sympathiques, mais qui étaient plutôt nuls. Donc cette façon de dire paranoïaque, mythomane, des choses inventées à Marseille. Hein. À Paris c'est formidable, mais des choses qui sont inventées à Marseille, a-t-il été dit là. J'ai vu d'autres individus perdre les pédales complètement quand ils parlaient du docteur Raoult. Et je me dis, si on fait l'épistémologie à laquelle tient le docteur Raoult, c'est-à-dire qu'on pense les conditions de possibilité d'une vérité, on se dit, mais pourquoi gêne-t-il autant ? Pourquoi est-il autant détesté par tous ces gens qui, la plupart du temps, ont des trucs à la boutonnière, sont des chefs, des responsables, enfin, font tous partie de la médecine d'en haut. Et lui, il avait des gens qui, effectivement, venaient l'attendre au pied de son hôpital en disant, on veut être testé. Mais reconnaissez que c'est quand même difficile de discuter avec quelqu'un qui se présente comme un mélange de Mozart et de Mbappé, quoi. Et qui considère que tous les travaux des autres sont nuls et non avenus. Je veux dire, ça va des deux côtés, la critique. Vous savez, parce que là, je vois qu'on défend le pauvre David Pujadas. Il a été humilié. Mais les journalistes humilient tellement souvent que de temps en temps, ça peut leur arriver. Alors, je défends pas ça. Je sais bien que vous allez être confraternel. Mais je veux dire que vous avez raison. Il y a des problèmes de forme. Probablement, il y a des problèmes de forme. Il y a des problèmes de fond aussi. Parce que parlons des problèmes de fond, c'est plus intéressant. Un peu le défenseur de la France du bas, marseillaise, provinciale, versus les élites parisiennes. Il fait totalement partie du système. Il se présente comme étant un candidat anti-système. J'emploie le mot à dessein, candidat. Dit qu'il était il est dans le système. C'est un PUPH, professeur des universités. C'est la crème de l'élite, et il se permet maintenant de dire non, j'en fais pas partie. Alors, si ça n'était pas le cas, on dirait c'est un charlatan. Il n'a pas les bons diplômes, il n'a pas les bons examens, il n'a pas fait les bonnes écoles, etc., etc. Donc là, de toute façon, il a tort quoi qu'il fasse. Il dit oui, vous me prenez pour un charlatan, je suis ceci, je suis cela. Il faut contextualiser, on le disait tout à l'heure. Et il faut aussi, quand on montre une image, dire voilà, il fait une réponse à une question dont on va vous dire ce qu'elle est précisément. Donc on dit juste en gros, il est un charlatan. Lui dit attendez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous enlevez la question et puis on dit vous avez vu quand même, il est en train de se dire Mozart, etc. Il est dans une polémique. Je veux dire, quand vous en prenez plein la figure. Moi, ça m'arrive régulièrement, j'ai l'habitude. Mais il y a un moment donné où vous pouvez aussi répondre de manière violente, agressive, ironique, humoristique, swiftienne, voltairienne, rabelaisienne. Et puis après, on va dire vous avez vu ce que vous avez dit et comment vous l'avez dit. Le professeur Raoult, Michel Onfray, qui est donc l'un des auteurs de votre revue Front Populaire, je le disais. Écoutez comment il parle de sa participation à votre revue à David Pujadas. Vous avez donné votre accord pour participer à une revue qui s'appelle Front Populaire, autour de Michel Onfray notamment, et qui clairement entend défendre un nouveau discours populiste, et c'est pas un terme désobligeant. Et comme vous pourfondez facilement les élites, est-ce que vous vous inscrivez, vous, dans cette mouvance-là? Non, écoute, je vais vous faire un aveu terrible, je ne pourfends pas du tout les élites. C'est que nous n'appelons pas les élites la même chose. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. Ces espèces de chuchotements, de babillage, d'excitation par qu'est-ce qui s'est passé hier, la marquise disait ceci, peut-être le roi a couché avec un tel. C'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est mon avis, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le perçois quand je vais, ça me gêne. Le professeur Raoult, Michel Onfray, qui parle de vous dans les colonnes de l'Express. J'aime les gens qui existent. Michel Onfray existe. Il n'y a pas grand monde qui existe pour dire la vérité. Il a une nature, il a quelque chose à dire. Ça fait plaisir, non? Oui, non, je découvre. Je vous dis, je lis pas, j'écoute pas. Je je vous le lis pour vous. Ça me touche, oui, merci. Je le remercie. Et comment expliquer justement le phénomène Raoult? Vous ne le connaissez pas plus que ça, hein, le professeur Raoult, vous ne vous êtes jamais rencontré, vous vous estimez, disons. Oui, j'ai écrit des textes, on s'est téléphoné longuement, on a beaucoup parlé d'épistémologie, et puis de temps en temps quelques échanges de textos. J'ai fait une dingue et en rentrant de Martinique, j'ai posé quelques questions techniques. Vous avez été malade? Oui. La dingue. C'est une maladie transmise par les moustiques. Et donc, il m'a fait des réponses très techniques, très brèves, et puis voilà. Mais en même temps, je lui demande pas des déclarations d'amour. Hein. Comment expliquer donc le phénomène Raoult? Écoutez ce qu'en disait l'analyste politique Jérôme Fourquet, qui était notre invité hier. Le professeur Raoult, de manière à mon avis assez consciente, a joué de ses codes. C'est-à-dire le terrain, le pragmatisme, l'expérience et le bon sens versus les technos. Nous, on s'était dit, la France qui a soutenu Raoult, c'est aussi la France qui s'était mobilisée contre les 80 km/h. Alors ça revient en disant, voilà, c'est une mesure technocratique qui est prise très loin du terrain. Derrière tout cela, on parlait de la question de l'argent tout à l'heure.
le côté assez miraculeux de la chloroquine pour pas mal de Français, c'est que non seulement ça existe déjà, qu'on la connaît cette molécule, mais qu'en plus elle coûte pas cher. Ouais. Et donc, si quelqu'un aussi capé que lui propose quelque chose de bon sens et pas cher et qu'on s'oppose, c'est bien évidemment qu'il y a des intérêts puissants qui sont dérangés derrière. Vous dites, Michel Onfray, que ceux qui méprisent le professeur Raoult sont les mêmes que ceux qui méprisent les Gilets jaunes. Ce qui vous a plu aussi, c'est peut-être cela, il est contre l'ordre établi finalement, le professeur Raoult. Et contre lui, il y a l'ordre établi ? Non, parce que l'ordre établi, c'est lui aussi, il le dit. Il a dit qu'il avait la Légion d'honneur, qu'il avait ce genre de choses, qu'il avait effectivement été le premier ceci, le premier cela. Non, j'ai dit tout à l'heure quelque chose à quoi j'ai pas pu répondre, mais je veux dire, c'est un peu la même chose quand on reprochait à Bourdieu d'être au Collège de France et en même temps de dire, et vous critiquez la reproduction des élites. Mais il n'aurait pas été au Collège de France, on aurait dit il est dans le ressentiment. Un truc qu'on dit en permanence pour moi. Je dis, Onfray, il est dans le ressentiment, il aurait tellement aimé être prof de fac. Quand j'ai refusé, ma directrice de thèse m'a proposé, j'ai refusé. Donc je suis pas dans le ressentiment. Cette façon d'expliquer qu'il serait dans le ressentiment et qu'il serait contre les élites, pas du tout. Il dit juste, je fais des choses et je fais des propositions. Et il y a eu sur une chaîne concurrente un reportage qui lui a été consacré pendant presque 1 heure. On disait qu'il était controversé. On a vu des images qui, moi, m'ont franchement touché. On voyait des gens qui étaient avec leur camion poubelle et qui étaient là en train de klaxonner, ou des chauffeurs de taxi qui étaient en train de le saluer, parce qu'effectivement, il peut se tromper. C'est un artiste. Est-ce que vous pensez justement que ce sont les mêmes qui le soutiennent, qui vous soutiennent, les mêmes qui le critiquent, qui vous critiquent au fond ? Bon, je n'ai pas d'éléments sociologiques pour vous répondre, mais ça me paraît une hypothèse assez juste, oui. Mais vous-même, vous aviez dit au début de l'épidémie qu'il fallait prendre l'épidémie au sérieux. Il a dit l'inverse à ce moment-là, ce qui est assez amusant. Et vous ne revendiquez pas pour autant le titre d'épidémiologiste, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est, au fond, on pourrait, il pourrait accepter de temps en temps, je me trompe, vous voyez, introduire du doute dans ses propos. Vous avez raison. Voilà. Ah ben voilà, on finira là-dessus. Non, mais je ne peux pas vous donner tort.